Alors, il était annoncé que Madame Romero Diaz devait conclure les allocutions d'ouverture. C'était une évidence pour moi que de la solliciter, puisqu'elle est dépositaire et rapporteure de la loi contre la maltraitance animale. Je tiens d'ailleurs également à souligner que Madame Romero Diaz est marraine de la clinique juridique que je dirige au sein de l'Université d'Evry, la clinique juridique WAMELS, une seule santé, au sein du Master 2 droit de la santé et des biotechnologies. Et monsieur le député Cédric Villani en est le parrain. Malheureusement, Madame Romero Diaz a fait une très mauvaise réaction à la 3e injection Covid et elle ne peut malheureusement pas se joindre à nous aujourd'hui. Elle était d'ailleurs déjà souffrante mardi lorsque j'ai fait le lancement de la 2e promotion de cette clinique juridique. Elle m'a néanmoins fait parvenir le texte qu'elle avait rédigé pour son allocution, dont je la remercie vraiment vivement, et donc je vais vous lire sa présentation qu'elle avait préparée pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à introduire ce colloque international qui met au centre une question de société qui passionne nos concitoyens. Quel droit pour les animaux? Je commencerai mes propos en indiquant que la reconnaissance de la sensibilité et de la conscience de l'animal est un enjeu juridique et éthique fondé sur une amélioration constante des connaissances scientifiques. Et la cause animale a toujours été une réflexion en filigrane de l'histoire politique et philosophique occidentale. Si le discours de la méthode de Descartes et sa conception de l'animal-machine dénuée de sensibilité a durablement marqué la conception occidentale de l'animal, il ne doit pas occulter une tradition philosophique très vivace, issue de l'Antiquité, qui souligne la responsabilité morale des individus vis-à-vis des animaux. Montaigne au XVIe siècle, Condillac, Diderot, Voltaire et Rousseau au siècle des Lumières, Lamartine, Hugo, Schœlcher et Zola au XIXe siècle sont autant de défenseurs de la cause animale qui lient progrès humain et considération pour ceux que l'historien Michelet désignait comme des frères inférieurs. Rappelons que la première association de lutte contre la maltraitance animale est fondée en Grande-Bretagne en 1824. En France, la première association de défense des animaux, la Société protectrice des animaux, SPA, est créée en 1845. Les progrès de la recherche scientifique et les dernières découvertes relatives notamment à la conscience et à la sensibilité animale sont venus conforter les combats de ces associations. En France, la loi Grammont du 2 juillet 1850 est le premier jalon d'une législation plus protectrice des droits des animaux domestiques. Elle dispose que sont punis d'une amende de 5 à 15 francs et pourront l'être d'1 à 5 jours de prison ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. Cette loi sera abrogée par le décret du 7 septembre 1959, dit Michelet, qui sanctionne la cruauté envers les animaux domestiques, y compris dans le cadre privé. La loi du 12 novembre 1963 crée le délit d'acte de cruauté envers les animaux qui expose les auteurs ayant agi publiquement ou non à des peines correctionnelles beaucoup plus sévères. Le statut de l'animal connaît une première évolution avec l'adoption de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qui reconnaît explicitement la qualité d'être sensible de l'animal. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Cette reconnaissance, néanmoins, est limitée au code rural et de la pêche maritime, tandis que l'animal demeure dans le code civil considéré comme un bien, meuble ou immeuble. La loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux renforce les sanctions pour sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
précisant qu'elles sont applicables en cas d'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. La loi du 9 mars 2004 rendra ces peines applicables pour les sévices de nature sexuelle. La loi du 6 janvier 1999 distinguait les animaux des objets et des choses inanimées au sein du Code civil, mais l'animal demeurait néanmoins placé dans la catégorie des biens meubles. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures reconnaît enfin l'animal au sein du Code civil comme un être vivant doué de sensibilité. La loi Egalim, enfin, permet certaines avancées en matière de lutte contre la maltraitance animale, l'extension du délit de maltraitance en élevage aux activités de transport et d'abattage, le doublement des peines pour ce délit, 1 an et 15 000 € d'amende, la possibilité offerte aux associations de se porter partie civile en cas de mauvais traitement sur les animaux et la nomination d'un responsable de la protection animale disposant du statut de lanceur d'alerte dans chaque abattoir notamment. Il n'est pas à nier que notre patrie des droits de l'homme et du citoyen jette souvent le voile sur les conditions de détention des animaux domestiques. Pourtant, nombre de nos voisins européens, avec lesquels nous partageons mode de vie et considération pour le monde animal, sont allés beaucoup plus loin que les parlementaires français ces dernières années. On pourrait dégager de ce constat la conclusion que l'attention portée aux conditions de vie des animaux est une cause qui n'est pas digne d'un débat au Parlement. C'est pourtant toujours la loi qui a permis des avancées en la matière, avec l'idée historique sous-jacente qu'encadrer l'action de l'homme envers l'animal est un moyen d'améliorer l'homme lui-même. Au Royaume-Uni, en Suisse, en Italie, les législations relatives au bien-être animal sont bien plus développées. À titre d'exemple, depuis son adoption en 2018, le Code wallon du bien-être animal a pour ambition d'assurer la protection et le bien-être des animaux en tenant compte de leurs besoins physiologiques et éthologiques, ainsi que de leur rôle au sein de la société et de l'environnement. Finalement, c'est notre loi du 30 novembre 2021 de lutte contre la maltraitance animale, loi que j'ai déposée et que j'ai rapportée sur la partie animaux sauvages, qui porte les plus grandes avancées historiques pour le bien-être des animaux domestiques et sauvages détenus en captivité et qui a fait et fait toujours l'objet d'une très forte attention citoyenne. Alors, cette loi permet tout d'abord d'améliorer les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés. Car si l'on assiste à un véritable engouement pour l'adoption d'animaux domestiques et non domestiques, ce mouvement ne s'accompagne pas nécessairement d'une amélioration des conditions de vie des animaux. L'acte d'achat, souvent impulsif, résulte souvent d'une méconnaissance des besoins fondamentaux des animaux et d'une sous-estimation, surtout pour les équidés, du coût de leur entretien. Profitant de ce succès commercial, des enseignes commerciales autant que des particuliers favorisent la cession de tout jeunes animaux sans tenir compte de la capacité de l'acquéreur à en prendre soin. L'encadrement légal des annonces, plus ou moins professionnelles, n'appréhende pas suffisamment le succès de l'adoption des nouveaux animaux de compagnie. Le faible encadrement de ces achats, loin d'être anodin, conduit in fine au drame de l'abandon. Aussi, nous avons créé un certificat de sensibilisation pour tout nouvel acquéreur d'un animal de compagnie afin qu'il prenne conscience de ses responsabilités envers ce nouveau membre de son foyer. Nous avons également banni les achats de chiens et de chats en animalerie et sur les sites internet non spécialisés. De plus, si l'identification des chats et des chiens est une obligation légale, elle est pourtant encore insuffisamment pratiquée. Or, elle permet à l'animal d'être retrouvé en cas de perte, de vol ou de problème sanitaire. Elle est également le pilier essentiel sur lequel asseoir une politique de lutte contre l'abandon. De même, la stérilisation des chats, si elle n'est pas obligatoire, est fortement préconisée afin de maîtriser les populations de chats
en évitant leur abandon et leur errance qui nuisent au bien-être animal faute d'alimentation et de soins. En parallèle, les sanctions encourues par les personnes se rendant coupables de maltraitance envers un animal sont renforcées avec notre loi. Nous avons créé un stage de sensibilisation à la prévention et la lutte contre la maltraitance animale à destination des personnes condamnées pour maltraitance envers les animaux, ainsi qu'une peine complémentaire d'interdiction de détention d'animal pour toutes les peines liées à la maltraitance, à l'atteinte volontaire à la vie d'un animal domestique et au mauvais traitement infligé sans nécessité à un animal, zoopornographie inclus. Notre loi du 30 novembre 2021 interdit les animaux sauvages dans les cirques et les émissions de télévision, les activités de montreurs d'ours et de loups et la détention des cétacés dans les delphinariums. À noter que 72% des Français sont favorables à l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Et de nombreux pays européens et plus de 400 municipalités françaises s'opposent à la venue sur leur territoire de cirques avec animaux. Enfin, la loi met fin à l'élevage des visons d'Amérique et de tout animal sauvage élevé pour leur fourrure. La production et le commerce de fourrure font aujourd'hui l'objet d'un rejet presque unanime de la part des Français. 91% d'entre eux s'y opposent, selon un sondage IFOP de 2020. Alors, quel droit pour les animaux? Le droit et les règles sont toujours le reflet d'une époque. Et notre époque a changé. Elle est celle d'un rapport nouveau à l'animal domestique au sauvage. Bien plus qu'une menace, qu'une proie ou qu'un jouet, il est désormais avant tout, et c'est ma conviction profonde, un être à préserver et à respecter dans son intégrité. Cette évolution des perceptions, c'est la marque d'une société consciente de sa responsabilité vis-à-vis d'une nature fragile, de sa place et de sa dépendance à l'égard de l'environnement qui l'entoure. Nous avons fait un premier pas de taille sur cette mandature pour le bien-être des animaux. C'est une porte ouverte à d'autres travaux pour aller encore plus loin dans ce débat. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une journée riche de travaux et de réflexions.